Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du musée avec TV7. Nous vous accueillons aujourd'hui avec Magali Haas, documentaliste scientifique et responsable des collections d'art graphique, qui va nous parler de Jean-Jacques Valls, dit Annecy. Magali, que peux-tu nous dire à son sujet? Alors Jean-Jacques Valls est né le 23 février 1873 à Colmar. C'est un dessinateur, polémiste, héraldiste et conservateur de musée. Et en fait, il descend d'une famille d'artisans, des chapeliers, boulangers, bouchers, qui ont toujours montré un profond attachement à la France. Et lui, il fait partie de la première génération à naître sous l'annexion allemande, puisque le traité de Francfort a été signé en 1871. Alors son père André était boucher de formation, mais c'est aussi un homme de culture autodidacte. Et en fait, il a été bibliothécaire, conservateur de musée, et c'est lui qui a transmis à son fils son amour des arts et de la culture française. En fait, le jeune Jean-Jacques est assez peu réceptif à l'enseignement allemand au lycée de Colmar. Et en fait, il n'est pas forcément très doué pour les études. Par contre, il montre des prédispositions pour le dessin assez tôt. Et en fait, il va passer son temps à croquer ses professeurs avec l'esprit caustique qu'on lui connaît. Et en fait, pour concilier cet amour de la peinture et rassurer son père qui préférait qu'il ait une formation, un métier un peu plus stable, il commence à suivre à partir de 1892 une formation de dessinateur textile à Lyon, à la Société d'enseignement professionnel. Et en 1895, il va suivre les cours de peinture et d'art décoratif à l'École des Beaux-Arts de Lyon. De retour en Alsace, comment exerce-t-il son art? En fait, il retourne en Alsace en 1896 et il entame sa carrière de dessinateur textile. C'est un artiste complet, mais il est assez peu à l'aise avec la peinture, qui est un médium un peu plus lent à mettre en œuvre. Et en fait, il préfère d'emblée l'aquarelle ou l'eau forte, où il peut plus facilement laisser libre cours à son expression. Et en fait, pendant toute cette période, il va faire beaucoup de randonnées dans les Vosges, où il peut capter la lumière sur la plaine d'Alsace. Et il va commencer à produire énormément de paysages gravés ou peints à l'aquarelle. À partir de ce moment-là, il va commencer à exposer dans des salons à Strasbourg, des salons essentiellement organisés par la Société des Amis des Arts de Strasbourg ou par la Revue Alsacienne Illustrée. Pourquoi a-t-il choisi le pseudonyme d'Annecy? En fait, lors de ces randonnées dans les Vosges, il va croiser de nombreux touristes allemands et en fait, il va commencer à les caricaturer. Et à partir de 1906, il choisit le pseudonyme de Annecy, qui est la contraction de Hans Jakob, qui est donc son prénom Jean-Jacques en allemand. Et il va signer toutes ses caricatures du pseudonyme de Annecy. Et parallèlement, son frère André, qui est étudiant en pharmacie, va lui permettre de publier ses croquis dans la revue de l'association pharmaceutique d'Alsace-Lorraine qui s'appelle Asweiss. À partir de ce moment-là, le succès est immédiat. Ses gravures ont beaucoup de succès et sa carrière est lancée. Il est soutenu par des éditeurs suisses et mulhousiens, mais aussi par des journalistes et des hommes politiques comme Henri Zislin et l'abbé Vetterlé. Et à partir de ce moment-là, sa carrière se dédouble. D'un côté, il y a le caricaturiste qui signe ses dessins Annecy et de l'autre, l'artiste qui signe ses aquarelles et ses dessins Jean-Jacques Valls. Le musée a acquis il y a peu un fonds avec des plaques d'impression de Annecy. Que peux-tu nous dire à leur sujet et quelle était la technique de l'artiste? Alors le musée a eu la chance de pouvoir acquérir donc en 2020 un ensemble de 11 plaques d'impression en cuivre qui sont toutes signées Annecy. Et en fait, il s'agit de vues de Colmar et pour l'une, une vue de Turckheim. Les plaques d'impression permettaient d'imprimer donc des compositions en très grand nombre. Et en fait, Jean-Jacques Valls, dans son travail, réalisait d'abord des dessins préparatoires qui lui permettaient de suivre son travail sur la plaque d'impression avant qu'elle soit imprimée. Et en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que le motif sur la plaque d'impression est toujours à l'inverse du tirage imprimé par la suite. Et en fait, dans nos collections, nous avons pu retrouver soit des dessins préparatoires, un ou plusieurs dessins préparatoires, au crayon, à l'encre, à l'aquarelle, soit un tirage imprimé qui correspond exactement à ces 11 plaques. Alors ce qui est très intéressant quand on observe les dessins, les gravures ou les tirages, c'est qu'on voit que l'artiste souvent a fait des changements entre son dessin préparatoire et la plaque, des fois des détails, des fois le format. Et puis il a aussi pu réutiliser des dessins anciens pour les graver et les imprimer beaucoup plus tard.
Alors quant à son activité, à partir de 1908, il installe un atelier de gravure dans son appartement, chez son père. Mais en fait, ça ne dure pas très longtemps parce que rapidement, il a des problèmes de vue dus à l'utilisation de la loupe et aussi à l'utilisation de l'acide qui est nécessaire pour la fabrication d'eau forte. Donc en fait, il va faire réaliser les plaques d'impression par des éditeurs. C'est notamment à Paris l'atelier d'Henri Floury, avec qui il va travailler pendant près de 30 ans. Et puis c'est aussi l'atelier d'Auguste et Eugène Delattre à Montmartre. Donc c'est de cet atelier que proviennent les plaques d'impression. Alors c'est un atelier qui va travailler avec énormément d'artistes impressionnistes que Valls admirait beaucoup. Et ils vont notamment exceller dans le rendu des vues nocturnes. Pour Valls, c'est un moment important parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il va pouvoir entrer dans les cercles parisiens, exposer au salon de peinture et vraiment à s'imposer comme artiste paysagiste officiel. Jean-Jacques Valls est très attentif à ses tirages. Dès qu'un point d'usure se présentait sur une plaque, il exigeait sa destruction. Et en fait, par testament, il exigeait que toutes ces plaques soient rayées en croix et pour qu'elles ne puissent plus être utilisées après sa mort. Et en fait, les plaques qui sont rentrées dans les collections du musée, elles sont datées entre 1905 et 1930 et selon la volonté de l'artiste, elles sont effectivement toutes rayées en croix, donc on ne peut pas les réutiliser. Le musée possède en outre un fonds important d'œuvres de Hansi. Quel est-il et quelles sont ses œuvres? Donc le musée conserve dans ses collections un ensemble d'à peu près 170 objets assez variés. Il y a des dessins au crayon, à l'encre de Chine, des lavis d'encre, des aquarelles. Et il y a aussi des plaques d'impression et puis d'autres petits objets. La plupart viennent de la famille de Jean-Jacques Valls, justement, qui a fait don de ces objets à partir des années 70. On a aussi dans nos collections d'autres dessins, en particulier deux, qui sont un dessin à l'aquarelle qui reprend l'Ange de l'Annonciation du retable d'Orlier, et puis un dessin à partir d'un petit tableau de David Ortlieb, et qui reprend le Puits des Pêcheurs à Colmar. Et en fait, c'est assez révélateur du souci d'apprentissage de l'artiste qui en fait copiait les modèles anciens, donc les œuvres du musée, pour se former. Et à partir de 1923, il va publier un album qui s'appelle Colmar en France, qui rassemble 110 aquarelles, dessins et eaux fortes. Et en fait, c'est le résultat de 3 ans de travail. Et dans nos collections, on conserve les dessins préparatoires de cet album. Et en fait, ce sont des dessins à l'encre de Chine, faits un peu sur le vif, assez rapidement. On se rend compte qu'avec une économie de moyens, il arrive à rendre énormément de choses, toute l'ambiance de la ville. Et d'une manière générale, dans ces aquarelles, on retrouve tout ce charme. Elles sont très colorées, on voit qu'il arrive à saisir les variations du ciel, des nuages, jouer avec les ombres et les contrastes sur les différents bâtiments de la ville. Le temps semble un peu suspendu et les personnages aussi. Et puis de temps à autre, on voit une petite silhouette un peu courbée, habillé de noir, et là on se dit que c'est peut-être Hansi qui s'est perdu dans ses dessins. Est-ce qu'on peut parler d'une œuvre en particulier, notamment une des vues de Colmar de Hansi? On peut parler en particulier de ces vues nocturnes. Par exemple, il y a une scène qui représente le chevet de l'église des Dominicains avec la rue des Boulangers. Et là, on voit qu'il illumine en fait sa composition avec simplement un petit lampadaire allumé et puis un petit clair de lune. Et il réussit à rendre toute l'ambiance nocturne de ce petit espace colmarien. Au loin, il y a juste une petite ombre noire qui passe et peut-être que c'est aussi Hansi, on ne sait pas. Jean-Jacques Valls a été aussi très important pour le musée. Quel est le lien qu'il a eu avec le musée Unterlinden? En fait, il a un lien très fort auquel on ne pense pas tout de suite, mais à partir de 1923, il est nommé conservateur du musée. Il prend directement la suite de son père, André Valls, qui dirigeait l'établissement depuis 1883. Et Jean-Jacques Valls va rester conservateur du musée jusqu'à sa mort en 1951. Et sous sa direction, le musée va prendre une empreinte un petit peu différente et plus régionaliste, c'est-à-dire qu'il va commencer à mettre en valeur les arts qu'on dit populaires et les arts décoratifs, et aussi l'histoire locale. On lui doit le réaménagement de certaines salles du musée, comme par exemple la cave alsacienne ou aussi la chambre gothique. Et puis surtout, il va lancer dans une nouvelle présentation du retable d'Issenheim dans la chapelle. Et puis, moment très important, c'est lui qui va être aux manettes au début de la Deuxième Guerre mondiale, quand il s'agira d'évacuer le retable, de le mettre en caisse, de l'évacuer, pour qu'il parte à l'abri dans un château du sud-ouest. Et à côté de cette activité de conservateur, en fait, il continue son activité d'artiste et ses publications. Merci Magali pour tous ces éléments concernant Hansi, son rapport au musée et à la ville de Colmar. Et nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouveau rendez-vous du musée sur TV7.